Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de tester un nouveau concept. Cette fois, ce n'est pas dans mon passé que je vais vous plonger, mais dans la vie de l'un des écrivains japonais les plus célèbres. Alors, si vous me le permettez, plongeons ensemble dans la vie fascinante de Natsume Soseki. Notre histoire débute à Edo, l'actuel Tokyo, le 9 février 1867, à Ushigome, dans les derniers mois du shogunat Tokugawa. Cette année-là, naît Natsume Shinnosuke, que le monde connaîtra bientôt sous le nom de Natsume Soseki. Il est le 6e enfant, ou le 5e selon les sources, d'une famille de samouraïs de Baran. À cette époque, le Japon est en pleine tourmente. Le régime féodal touche à sa fin, et les bouleversements de l'ère Meiji ne sont qu'à quelques mois. À peine né, le petit Kinnosuke est confié à une nourrice, puis très rapidement donné en adoption. Pas à des proches, non, à un certain Shiobara Masanosuke, ancien marchand d'antiquités. Les parents, vieillissants, peinent à élever leurs enfants, et cet enfant est vu comme une bouche en trop. Il passera ainsi toute son enfance à cheval entre deux foyers. D'abord élevé par les Shiobara, il revient chez ses vrais parents à l'âge de 9 ans. Un retour sans amour. Son père biologique, Natsume Naokatsu, ne lui pardonnera jamais son abandon, bien que c'était un peu sa faute. Ce sentiment, cette instabilité affective, ce sentiment d'être indésirable, ni vraiment fils, ni vraiment adopté, ça marquera à jamais la sensibilité de l'écrivain. Il en gardera une peur profonde de l'abandon, une obsession du rejet social, et un regard cynique sur les conventions familiales. À 14 ans, il perd sa mère, puis deux de ses frères aînés. Ce sont des deuils en cascade. Soseki est encore adolescent quand il prend conscience de l'impermanence des choses. Cette idée bouddhique que tout s'effondre. Un jour, bien plus tard, il écrira « Les sentiments humains sont trop fragiles pour être confiés à la famille ». C'est peut-être cette fragilité qui le poussera à se réfugier dans les études. Dès l'adolescence, il excelle dans le chinois classique, langue noble et érudite à l'époque. Il rêve de devenir peintre ou calligraphe, obstinément. Son père s'y refuse fermement. Ce sera l'anglais, jugé beaucoup plus utile. Et ainsi commence l'itinéraire d'un homme que rien ne destinait à la gloire littéraire, mais qui, dès son plus jeune âge, portait déjà le poids du doute, de l'exclusion et une lucidité rare sur la nature humaine. Durant l'ère Meiji, le Japon s'ouvre au monde, avec fracas. Les élites de Tokyo veulent former une nouvelle génération d'intellectuels capables de rivaliser avec l'Occident. Et Soseki, adolescent discret, un peu effacé, va se retrouver malgré lui aspiré dans cette tempête éducative. Il intègre le lycée de Kanda, puis entre au prestigieux premier lycée de la capitale, ce qui équivaut à intégrer l'une des meilleures classes préparatoires de l'époque. On y enseigne le chinois classique, les mathématiques, et surtout l'anglais. Car l'anglais, au Japon de Meiji, c'est plus qu'une langue. C'est un outil de pouvoir, un symbole de modernité. Soseki, lui, s'y jette avec sérieux, mais sans enthousiasme. Ce qu'il aime vraiment, ce sont les poèmes chinois, les subtilités de la calligraphie, la beauté du trait. Il rêve vraiment d'être artiste. Mais une nouvelle fois, ses aspirations sont étouffées. Son père adoptif, revenu temporairement dans sa vie, le somme de choisir une voie utile. Ce sera donc l'anglais. Le jeune homme obéit mais à contre-cœur. C'est à cette période qu'il fait une rencontre décisive, Masaoka Shiki, un génie du haïku qui l'initie à l'art de condenser l'émotion en quelques syllabes. Shiki devient un mentor, un ami, un modèle d'exigence littéraire. Ensemble, ils échangent des vers, se corrigent sans ménagement. C'est Shiki qui lui donne ce surnom étrange, tiré d'un dicton chinois, Soseki, soit celui qui insiste à rincer la pierre. Autrement dit, un têtu. C'est un clin d'œil à son caractère déjà bien trempé. En 1890, Soseki est admis à l'université impériale de Tokyo, section littérature anglaise. Il est le seul à choisir cette spécialisation cette année-là. À une époque où l'on forme plutôt des juristes ou des ingénieurs, lui, c'est Shakespeare, Cartyle, Swift. Il étudie la phonétique anglaise, les classiques, mais aussi la stylistique. Il déteste la grammaire, il trouve les règles trop rigides. Ce qu'il aime, c'est le rythme d'une phrase, la musique d'un mot. Ses camarades le décrivent comme étrange, lunatique, parfois hautain. Il vit dans une pension modeste, passe ses nuits à lire, ses jours à marcher. Il commence aussi à écrire, discrètement, des haïkus, des essais courts, quelques critiques littéraires. Mais il doute beaucoup. Un de ses premiers textes s'intitule « Shitsujin », littéralement « sortir sur le champ de bataille ». Et c'est une métaphore. Pour lui, écrire, c'est une guerre. En 1893, il termine ses études. Il est officiellement diplômé. Il est maintenant enseignant, intellectuel, élite du nouvel empire. Mais lui, intérieurement, il ne se sent pas prêt, ni à sa place. Il a étudié l'anglais sans vraiment l'aimer. Il a suivi la voie qu'on attendait de lui. Et là, déjà, quelque part, une fissure s'ouvre. Celle entre l'individu et la société.
celle qu'il explorera toute sa vie dans ses romans. À sa sortie de l'université impériale, Natsume Soseki n'a qu'un seul horizon, l'enseignement. Le Japon moderne a besoin de professeurs, et surtout de professeurs d'anglais. Mais on ne lui propose pas Tokyo, ni même Kyoto ou Osaka. Non, sa première affectation l'amènera à Matsuyama, dans le département d'Ehime, sur l'île de Shikoku. Il a alors 28 ans. Le jeune homme débarque dans une petite ville provinciale, attachée à ses traditions, où les professeurs sont vus comme des fonctionnaires, pas comme des intellectuels. Très vite, il se sent étranger. On se moque de son accent, on le juge hautain. Il se réfugie dans l'ironie, parfois mordante. Ce décalage entre l'enseignant tokyoïte et ses collègues provinciaux deviendra la matière première de l'un de ses romans les plus célèbres, Botchan, publié quelques années plus tard. Dans ce roman, un jeune professeur de mathématiques, fraîchement arrivé de la capitale, affronte l'absurdité, l'hypocrisie et les petits jeux de pouvoir d'un lycée de province. Le ton est acerbe, l'humour grinçant. C'est une œuvre cathartique. Mais à l'époque, rien ne laisse présager que cette expérience se transformera en littérature. Soseki s'ennuie. Il doute, et pourtant il écrit déjà des haïkus tous les jours. Il envoie ses poèmes à Shiki, son ami, resté à Tokyo. Après un an passé à Matsuyama, il est muté à Kumamoto, au lycée de la 5e région, dans un lycée bien plus prestigieux. Il y enseignera pendant 4 ans. C'est là qu'il rencontre Nakane Kyoko, une jeune femme issue d'une famille de notables. Le mariage est donc arrangé. On sait peu de choses sur leur histoire d'amour, si jamais il y en a eu une. Leur relation sera plutôt marquée par la distance, l'incompréhension et parfois la colère. Kyoko est une femme instruite, mais farouche. Soseki, lui, est taciturne, sujet à de fréquentes crises de nerfs. Leur quotidien est compliqué. Déménagement, responsabilité, pauvreté. À Kumamoto, il commence à subir de fréquentes migraines chroniques et de troubles digestifs. Son humeur devient instable. Il s'irrite facilement, s'enferme pendant des heures. C'est aussi là, pourtant, qu'il mûrit intellectuellement. Il commence à tenir des carnets de lecture, analyse Shakespeare, étudie la phrase anglaise, s'interroge sur ce qu'est un style. Un jour, il note dans son journal « Le style, c'est l'empreinte de l'âme ». Déjà, une voix littéraire s'affirme, une voix qui ne demande qu'à sortir. Et c'est justement parce que cette voix intérieure devient trop forte, trop exigeante, que le ministère de l'Éducation décide de l'envoyer à Londres, en Angleterre, pour parfaire sa formation, pour observer la littérature anglaise à sa source. Ce départ, en 1900, marquera une rupture. Il a 33 ans, 2 enfants, une santé fragile, et pourtant, il s'apprête à vivre la plus grande épreuve de sa vie. En octobre 1900, Natsume Soseki embarque pour l'Angleterre. Ce n'est pas un voyage d'agrément ni une envie personnelle, c'est une mission, une commande de l'État japonais. Étudier la littérature anglaise à sa source et à son retour, moderniser l'enseignement au Japon. Il laisse derrière lui Kyoko, son épouse, enceinte, et ses 2 enfants. Il part seul, sans réseau, sans soutien. Il parle certes anglais, mais pas la langue des Anglais, pas leur code, pas leur silence. À Londres, il découvre très vite la solitude extrême. Il loue une petite chambre au 76 Gower Street, près du British Museum, dans un quartier fréquenté par les étudiants. Mais lui, il ne fréquente personne. Il n'a pas les moyens. Sa bourse est ridicule, il doit se chauffer avec parcimonie, il mange peu, faire ses lessives à la main. Il passe ses journées à lire à la bibliothèque, grelottant dans les salles obscures. Peu à peu, il rentre dans une profonde crise psychique. Il devient paranoïaque. Il croit qu'on l'observe, qu'on se moque de lui, qu'on veut le voler ou l'humilier. Il écrit dans ses lettres qu'il voit des gens grimacer dans la rue, qu'il entend des voix derrière les murs. Ce n'est pas une exagération littéraire. Il frôle littéralement la folie. Il écrira plus tard que ce séjour à Londres fut un cauchemar éveillé, une sorte de descente aux enfers intérieurs. Pourtant c'est là, dans cette détresse absolue, que quelque chose est né. À force de lecture, Dickens, Swift, Shakespeare, Pope, il développe une pensée critique acérée. Il prend conscience que la littérature anglaise, qu'il avait cru supérieure, n'est pas universelle. Il commence donc à élaborer sa propre vision du roman. Il se dit, le Japon n'a pas besoin de copier. Le Japon doit écrire avec ses mots, ses douleurs, son histoire. En ce sens, son séjour londonien est une initiation brutale, une mue douloureuse. Il entre à Londres comme simple professeur et il en revient écrivain. Avant de quitter la capitale britannique, il visite une dernière fois un lieu étrange, la Tour de Londres. Symbole d'un passé révolu, mais toujours présent. Une forteresse, une prison, un musée. Il en tirera un texte quelques années plus tard, London Tower, la Tour de Londres. Une œuvre où se mêlent la grisaille, le malaise, l'étrangeté et un certain humour noir. En décembre 1902, après 2 ans d'isolement, il revient au Japon, affaibli, amaigri, mentalement épuisé. Il ne sait pas encore qu'à son retour, il va devenir l'un des plus grands noms de la littérature japonaise. Mais l'ombre de Londres continuera de hanter toutes ses œuvres. Car pour comprendre Soseki, il faut comprendre cette vérité simple. C'est l'Occident
qu'il a brisé. Et c'est le Japon qu'il a réparé par l'écriture. En décembre 1902, Natsume Soseki rentre à Tokyo. Ses anciens collègues sont contents de le revoir, mais beaucoup le trouvent étrange. Son regard est sombre, ses colères plus fréquentes, il se méfie de tout le monde, parle peu, sourit rarement. Il est atteint d'une dépression nerveuse, mais à l'époque, on ne disait pas ça, on disait plutôt maladie du cerveau. Et pourtant, on le nomme professeur de littérature anglaise à l'université impériale de Tokyo. Rien que ça. Il remplace un autre intellectuel célèbre, Lafcadio Hearn, écrivain américano-grec, grand admirateur du Japon traditionnel. Soseki n'aime pas le prestige, il ne supporte pas la pression. Il donne ses cours avec rigueur, mais il s'ennuie profondément. Il ne veut plus expliquer la littérature aux autres, il veut écrire la sienne. Et c'est alors qu'un éditeur lui propose un défi. En 1905, il reçoit une commande du magazine littéraire Hototogise, lié à son ancien ami Masao Kashiki. Il doit écrire une courte nouvelle, humoristique si possible. Il hésite, mais finalement il accepte. Il commence à raconter une étrange histoire, racontée par un chat. Ce sera Wagarai wa Neko de aru. Je suis un chat sans nom, observateur cynique, qui vit dans la maison d'un professeur. Il commente la société japonaise, les vanités des hommes, la vacuité des intellectuels modernes. C'est drôle, c'est brillant, c'est nouveau. Le succès est immédiat. Le public adore. L'éditeur en redemande. Soseki, lui, est surpris. Il ne pensait pas qu'un texte aussi ironique, aussi peu respectueux des conventions, pouvait plaire. Dans la foulée, il écrit Botchan, inspiré de son séjour à Matsuyama, puis Kusamakura, un récit plus poétique, presque philosophique, sur l'art et la solitude. C'est décidé, il quitte l'université. Il démissionne de son poste de professeur, malgré les protestations du ministère. Il ne veut plus être un rouage de l'institution. En 1907, il rejoint le grand journal Asahi Shimbun comme écrivain salarié. C'est un choix audacieux à l'époque. Désormais, Soseki écrira pour vivre. Chaque mois, il devra livrer une œuvre, une nouvelle ou un roman feuilleton. La cadence est rude. Il installe son bureau à Sendagaya, à Tokyo. Il s'entoure de livres, de dictionnaires, de pinceaux. Son bureau devient légendaire. Un petit espace sombre, avec un poêle à charbon et une pile de manuscrits. C'est là qu'il écrit jour après jour, parfois en souffrant, parfois même en délirant, car ses douleurs d'estomac, ses migraines et ses névroses ne le quittent plus. Mais c'est aussi là qu'il accède à sa pleine puissance d'écrivain. L'homme fragile, solitaire, revenu brisé de Londres, devient peu à peu la voix d'une génération. Et ce n'est que le début. Les plus grands chefs-d'œuvre restent à venir. Car ce que Soseki veut désormais, ce n'est plus seulement écrire, c'est comprendre l'âme japonaise, en train de se déchirer entre tradition et modernité. Tiens, ça reviendrait peut-être de là, cette phrase prononcée dans les documentaires. Nous sommes en 1908. Natsume Soseki a maintenant 41 ans. Il est écrivain à plein temps, installé dans sa petite maison de Sendagaya. Chaque jour, il se lève tôt, se met à son bureau, trempe son pinceau dans l'encre et écrit. Sa santé est déjà fragile. Il souffre probablement d'ulcères. Il prend des médicaments tous les jours. Il souffre de spasmes, d'insomnie. Mais il écrit toujours. Et c'est dans cette période de tension physique et de lucidité mentale que naissent ses plus grandes œuvres. Il entame ce qu'on appelle aujourd'hui la trilogie de la maturité précoce. En 1908, Sanshiro, l'histoire d'un jeune homme naïf, venu de la campagne pour étudier à Tokyo. Un roman de passage à l'âge adulte, d'observation sociale, mais surtout de désillusion. En 1909, Sorekara, littéralement, et ensuite, cette suite spirituelle explore l'inaction, la conscience et la solitude d'un intellectuel incapable d'aimer sans culpabilité. En 1910, Mon, littéralement la porte, le portail, la porte. Un roman d'une grande délicatesse sur un couple marié, prisonnier d'un passé qu'ils ne parviennent pas à nommer. À mesure qu'il avance, Soseki affine son style. Il abandonne peu à peu les anecdotes, le comique, les caricatures. Il entre dans l'intime. Il devient le grand analyste des cœurs japonais. Ni psychologue ni moraliste, juste témoin. En 1910, alors qu'il termine Mon, il tombe gravement malade. Lors d'un séjour à Shuzenji, il fait une hémorragie gastrique très violente. Il est à 2 doigts de mourir. Il survit, mais il n'est plus tout à fait le même. Il sort de cette épreuve avec une philosophie nouvelle, qu'il appellera Sokten Kyoshi, se conformer au ciel et se libérer du moi. Cette idée, très influencée par le taoïsme et la pensée orientale, devient le socle de ses œuvres ultérieures. À partir de là, il n'écrit plus pour dénoncer ou même convaincre, mais pour observer, sans ego, sans jugement. Commence alors sa trilogie tardive, Higan Sugimade, en 1912, littéralement jusqu'au-delà du fleuve. Une exploration de la mort et de la réconciliation. Kōjin, en 1913, le pèlerin. Un voyage intérieur à travers les doutes d'un homme itinérant. Et surtout, en 1914, Kokoro, l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Kokoro signifie le cœur, mais aussi l'âme, l'esprit. C'est un roman à 2 points de vue, celle d'un jeune homme et celle d'un maître. Le maître cache un terrible secret. Et ce secret,
lorsqu'il est révélé à la fin du roman, jette une lumière crue sur la solitude moderne, le poids du passé et la difficulté à vivre avec soi-même. Kokoro devient un choc. Le Japon entier se reconnaît dans ce vieux maître, fatigué, rongé par la culpabilité. Le roman est publié en feuilleton dans un journal, et des lecteurs écrivent pour qu'on publie plus vite la suite. En 1915, il publie Michiksa, Herbe du bord du chemin. C'est son roman le plus autobiographique. Il raconte sans phare la vie conjugale, les petites rancunes et les regrets du quotidien. Et puis, en 1916, il commence un nouveau roman qui s'intitule Meian. Plusieurs traductions possibles, clair-obscur, lumière et ombre, il ne l'achèvera jamais. En 1916, Natsume Soseki a 49 ans. Il est usé, physiquement, psychologiquement, son corps souffre depuis de nombreuses années, ulcère, insomnie, comme je vous l'ai dit, accès de fièvre, troubles intestinaux. Sa vie est un combat, mais il continue d'écrire. Mais au chapitre 188, il s'arrête. Le 9 décembre 1916, Natsume Soseki meurt chez lui, dans sa maison de Sendagaya, entouré de sa famille. Il laisse son roman inachevé, son bureau couvert de feuilles et une œuvre immense derrière lui. À sa mort, le Japon entier est bouleversé. Des milliers de lecteurs pleurent un homme qu'ils n'ont jamais rencontré, mais qui avait mis des mots sur leur propre tiraillement. Un siècle plus tard, son influence reste intacte. Il est enseigné dans les écoles, ses romans sont traduits dans énormément de langues, il a inspiré Akutagawa, Dazai, Mishima Murakami et bien d'autres encore. Son visage d'ailleurs a orné le billet de 1000 yens pendant 20 ans, de 1984 à 2004. Et en 2016, pour le centenaire de sa mort, un androïde à son image a été conçu par l'université de Tokyo. Il parle et il récite ses œuvres. Bref, voilà, c'était tout pour la vie de Natsume Soseki. J'espère que ça vous a donné envie de jeter un œil à sa littérature. Moi, je vous conseille mon préféré parmi tous. C'est pas très original, mais c'est Je suis un chat. Les autres sont très bien aussi. Hein. J'ai beaucoup aimé Kokoro aussi, qui était vraiment très touchant. Je l'ai lu en japonais par contre, je sais pas s'il est disponible en français. Mais je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Voilà, c'était un petit test. Je vous ai présenté voilà, un écrivain que j'aime bien et un écrivain très célèbre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo, à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire parce que ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hein, j'y tiens. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour sûrement un autre contenu totalement différent. À la semaine prochaine, à bientôt, ou comment dire en japonais, matane.